Bonjour à tous, nous sommes au carrefour des maires et des élus locaux en Franche-Comté avec cette série de débats filmés, débats TV qui nous permettent d'aborder un certain nombre de sujets pendant ce salon ici à Besançon. Je vous propose que l'on s'intéresse particulièrement à la finance des collectivités territoriales avec ce titre « Quel levier d'action dans un contexte à la fois contraint et incertain ?» Pour en parler aujourd'hui, deux invités autour de la table. Bonjour Julien Olagnier. Bonjour. Vous êtes responsable du marché des collectivités territoriales au sein du groupe Caisse d'épargne Bourgogne-Franche-Comté. C'est ça. Thierry Grégoire, bonjour. Bonjour. Vous êtes senior manager en charge du secteur public au cabinet Mazars. Alors, première question auquel, bien entendu, vous êtes invités à répondre tous les deux. Est-ce que la situation financière des collectivités locales en ce moment, comment évolue-t-elle? Julien Olagnier. Alors, globalement, la situation financière des collectivités locales se dégrade. On l'a vu notamment avec les derniers comptes 2013, les comptes administratifs 2013. Donc, il se dégrade de manière globale, mais les disparités sont fortes entre les collectivités. C'est vraiment très hétérogène. On a des collectivités qui étaient en situation financière plutôt saine. On voit leur solde intermédiaire de gestion diminuer. Et à côté de ça, de situations où les collectivités avaient justement une situation financière plus tendue, où là, ça devient plus inquiétant et on a des situations qui sont vraiment très dégradées pour certaines collectivités. Et ça se dégrade plus rapidement que prévu? Il y a des contraintes fortes sur les dépenses de fonctionnement. Donc, on a aussi des mises en place de rythmes scolaires qui impactent mécaniquement les charges de fonctionnement des collectivités. Et puis un effet conjoncture au niveau notamment des bases d'imposition qui font qu'aujourd'hui les recettes sont quand même moins dynamiques qu'elles n'ont été. Donc toutes ces contraintes cumulées font qu'aujourd'hui on a une situation qui se dégrade globalement. Thierry Grégoire du cabinet Mazars, est-ce que vous confirmez les propos de Julien Olagnier? La situation globalement des collectivités territoriales se dégrade sur le plan financier, vous l'avez noté aussi? Oui, tout à fait. Voilà, on suit un observatoire des collectivités à l'échelle nationale et aussi à l'échelle de chaque région. Et c'est vrai que cette situation se confirme au niveau de la Franche-Comté. Parce que quand on regarde un petit peu la situation des communes, alors c'est vrai que la situation se dégrade en 2013, il y a vraiment un point d'inflexion, même si elle reste globalement bonne. C'est vrai qu'on part d'une bonne situation, mais c'est vrai qu'on voit très bien en 2013, comme le montre effectivement on le voit à l'image, le schéma, une dégradation. Parce qu'on voit aux deux extrêmes, on a essayé de caractériser les différentes les communes de Franche-Comté, donc qui sont un peu plus de 2700, en fonction de différents critères, et on les a positionnés en 5 niveaux. Et c'est vrai qu'on voit réduire le nombre de communes considérées en excellente situation. Voilà, elle baisse de 5,5%. Et symétriquement, à l'autre point, on voit augmenter de façon assez significative ce qu'on a qualifié de situation d'urgence, c'est-à-dire des situations où une collectivité n'a plus la capacité de financer la charge de sa dette par son autofinancement, ce qui traduit quand même une difficulté de gestion et un niveau d'endettement élevé. Et c'est vrai qu'en une année, 10% d'augmentation. Alors c'est vrai que ça ne concerne toujours, effectivement, qu'un nombre faible de communes, c'est-à-dire qu'on n'en a qu'une centaine. Mais c'est vrai que c'est... À l'échelle du département, voilà, alors, du Doubs, de la région? Alors c'est la région Franche-Comté. 100 communes qui peuvent être qualifiées en situation d'urgence. Alors vous pouvez le prendre du côté positif, c'est-à-dire qu'il n'y en a que 100 sur 1700 et quelques. Mais en revanche, 100, c'est déjà beaucoup, parce que 2013, et c'est là où on en parlera un peu plus tard, on est avant 2014, donc avant la baisse significative des dotations d'État. Donc ça veut dire qu'il y a des communes qui, à fin 2013, se trouvaient déjà dans une situation d'urgence, alors même qu'elles n'avaient pas encore subi ni la baisse des dotations, ni l'effet de leurs décisions d'investissement des années précédentes. Julien Olagnier, la situation, le constat, le diagnostic que vous dressez aujourd'hui, est-ce que ça va entraîner des conséquences à plus ou moins long terme? Je voulais juste rajouter un dernier point pour préciser. Il y a aussi sur les départements où là l'effet conjoncture se fait ressentir d'autant plus avec les dépenses sociales
Et puis aussi une faible dynamique sur les ressources, notamment on le voit sur les droits de mutation, malgré la hausse des taux qui a été permis par l'État. Donc, sur les conséquences, les conséquences sur les conséquences, de toute façon, les collectivités, on le verra peut-être un peu plus par la suite, vont être obligées de faire des choix et des arbitrages mécaniquement, que ce soit au niveau de la qualité de service apporté à la population ou des investissements, puisqu'ils ne pourront pas recourir à l'emprunt, notamment, comme le disait M. Grégoire, certaines collectivités n'ont plus ou n'auront plus la capacité à rembourser les emprunts. La dotation globale de fonctionnement, c'est-à-dire l'argent, les fonds qui sont transmis de l'État envers les communes, on voit très clairement que c'est la grande incertitude. On annonce des baisses de dotation globale de fonctionnement pour les communes, mais ça s'annonce quand même apparemment plus fort et surtout plus rapide, Thierry Grégoire. Le problème, en fait, effectivement, est là. C'est-à-dire qu'on annonce de toute façon, c'est plus qu'une annonce, parce que dans le projet de loi de finances, la première partie il y avait déjà eu une baisse de 1,5 milliard en 2014, mais en projet de loi de finances 2015, c'est le tiers des 11 milliards qui est inscrit dans le projet de loi de finances. Donc on est déjà dans la mise en œuvre d'une partie très importante, d'une forte baisse des dotations. Parce qu'il faut, il faut replacer ça en ordre de grandeur par rapport à la totalité des dotations. 11 milliards, c'est à peu près le quart de la dotation globale de fonctionnement globale des collectivités. Donc et 25%, c'est évidemment beaucoup, sachant que pour certaines collectivités, ce qui paraît absurde, ça va dépasser 100%. Tout simplement parce que comme ces baisses de dotation sont calculées en fonction proportionnellement aux recettes de fonctionnement, si votre dotation atteint un certain niveau, vous pouvez avoir une baisse plus forte que le montant de la dotation. Et à ce moment-là, l'État a même prévu de prélever le reste sur la fiscalité des collectivités. Donc vous allez avoir notamment des communautés de communes ou d'agglomérations qui auront une DGF négative en fait à la fin de cette période, parce que tout ça va se dérouler en 3 ans, d'ici 2017. Alors justement, ça risque d'être difficile pour les élus locaux qui doivent conjuguer à la fois la mise en œuvre des engagements pris pendant la campagne des municipales en 2014, c'est-à-dire par exemple ne pas augmenter les impôts, et dans le même temps pouvoir mettre en œuvre les différents engagements aussi avec les contraintes, pour ne prendre par exemple que la mise en œuvre des rythmes scolaires qui pèsent sur les dépenses de fonctionnement des communes. Voilà, tout l'enjeu du mandat 2014-2020, en fait, il va être là. C'est-à-dire vous allez avoir une première partie du mandat qui va subir le choc de la baisse des dotations, alors même que les budgets communaux, comme intercommunaux, comme les départements ou les régions, il faut voir qu'on est dans des budgets de collectivités qui sont très inertes. C'est-à-dire que vous connaissez déjà 2 ans, 3 ans à l'avance 95% de votre budget compte tenu de l'inertie de la gestion. Donc ça veut dire qu'il va y avoir cette première partie du mandat marquée par le choc des dotations. Donc quid de la capacité des collectivités à encaisser ce choc initial sans augmenter les impôts, parce que beaucoup s'y sont engagés, ne pas augmenter les impôts, mais en même temps la nécessité de décider dès maintenant des mesures d'économie qui ne généreront leurs effets que dans la deuxième partie du mandat. Donc voilà, c'est ça l'enjeu du mandat 2014-2020. Julien Olanier, on le voit, les élus locaux, les maires avancent dans cette première partie de mandat dans un contexte, ils sont un peu dans le brouillard, il faut le dire, parce qu'il y a à la fois l'incertitude, de moins en moins, je dirais, incertaine sur la baisse des dotations globales de fonctionnement, mais il y a quand même une autre incertitude qui pèse, c'est sur la réforme territoriale. En clair, les élus ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés. Tout à fait, au niveau de tout ce qui est financier, donc on l'a vu, c'est assez clair maintenant, puisque c'est 3,67 milliards par an jusqu'en 2017, de moins en termes de dotation. Par contre, en termes d'aspect plutôt juridique et de réforme territoriale pure, que ce soit en termes d'intercommunalité où le seuil des 20 000 habitants est plus ou moins remis en question, au niveau des départements, donc pareil, en termes de compétences, il y a une clarification forcément à apporter en termes des compétences. On entend parler de départements ruraux, de métropoles, etc. Pour l'instant, ce n'est pas très très clair. Donc c'est vrai qu'en termes de visibilité, c'est compliqué pour les élus, notamment les nouveaux qui arrivent, avec des contraintes financières fortes. Et puis à côté de ça, une incertitude juridique sur l'avenir. Pour se projeter, c'est vraiment très très compliqué. Alors quels sont un peu les leviers d'action, tant sur les dépenses, à la fois les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'investissement, et puis les recettes des collectivités locales. Comment arriver à composer cette équation pas toujours facile à résoudre? Alors les leviers d'action, et c'est vrai qu'elles sont pas pléthores en la matière.
Néanmoins, on peut quand même essayer de continuer à optimiser tout ce qui est projet de mutualisation. On l'a vu avec la loi MAPAM, qui va impacter les collectivités, notamment les intercommunalités, en obligeant donc les collectivités jusqu'au mois de mars 2015 à produire un schéma de mutualisation pour aller encore plus loin et donc mutualiser les moyens et faire des économies. On a d'autres possibilités aussi sur les process internes, que ce soit en termes de comptabilité, etc. Monsieur Mazard y reviendra peut-être plus spécifiquement. Monsieur Grégoire, pardon. À côté de ça, au niveau des processus internes, notamment sur la commande publique, on a des dispositifs qui permettent d'aller un peu plus loin, des dispositifs innovants comme la carte achat public, qui permettent de réduire les coûts de gestion, qui permettent de réduire les délais d'approvisionnement. Une carte destinée aux élus locaux, carte bancaire destinée aux agents, qui permet de régler les petites fournitures, sachant que les petites fournitures, et notamment les achats inférieurs à 1 500 € représentent 70% des achats. Ils représentent 60% des temps des agents passés pour traiter ces types d'achats. Donc il y a un réel gain de temps, une baisse des frais engagés pour ces achats. Il y a vraiment un plus assuré à ce niveau-là. Et puis, autre point important sur cette carte achat public, ça permet aussi de régler les fournisseurs en 48 heures, puisque la banque fait l'avance de fonds. Et on sait qu'aujourd'hui, le contexte global, au niveau de la trésorerie des entreprises notamment, serait un réel plus pour les entreprises. Thierry Grégoire, senior manager en charge du secteur public au cabinet Mazars. On vient de parler des leviers d'action. Est-ce que c'est aussi bien gérer le temps politique, bien entendu, le temps des décisions, mais toutefois, il y a très peu de temps à disposition des nouveaux élus qui viennent d'arriver. Ça veut dire qu'il faut prendre des décisions maintenant. Oui. Je dirais qu'il y a le premier temps, et c'est vrai que là, l'année 2014 et le début 2015, ça va être prendre conscience des enjeux du mandat, et notamment d'avoir une bonne connaissance de sa situation et de mesurer la capacité de la collectivité à supporter justement à la fois le choc de la baisse des dotations et l'impact de toutes les décisions d'investissement ou de fonctionnement qui ont été prises précédemment, que ce soit par la même équipe d'ailleurs ou par une autre équipe s'il y a eu changement de majorité en mars 2014. Donc il y a cette prise de connaissance de la situation et il y a les deux temps dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire gérer cette première partie du mandat qui va être consacré à la fois à équilibrer son budget compte tenu de cette baisse des dotations, mais surtout à entamer une démarche vraiment très importante de réflexion sur les politiques que mènent les collectivités. Parce que la baisse des dotations va être telle qu'il va y avoir effectivement l'optimisation de l'achat, des procédures, etc. Ça, c'est très, très important. Sauf que les collectivités, avec ça, ne réussiront pas forcément. Ça ne sera pas forcément suffisant pour subir le choc des dotations. Donc ça veut dire qu'il va falloir, et M. Olani en parlait tout à l'heure, réfléchir sur le niveau de service. Ce qui est évidemment politiquement beaucoup plus compliqué. Parce que quand il s'agit... On est dans les dépenses de fonctionnement. Et on est fondamentalement dans les dépenses de fonctionnement, parce que c'est ça qui effectivement pèse de manière structurelle sur le budget des collectivités, parce que ces mesures d'économie, compte tenu de la réflexion préalable nécessaire avec les élus, les services des collectivités, mais aussi les habitants, je pense qu'ils demandent aussi souvent à être associés à ce type de démarche, ces mesures-là ne produisent leurs effets qu'au bout de 2-3 ans. Donc ça veut dire qu'il faut bien gérer cette première période pour, dans la deuxième partie du mandat, retrouver des marges de manœuvre par ces mesures d'économie, mais qui, là, c'est une question de méthode. C'est-à-dire qu'il faut mobiliser tous les acteurs concernés, voilà, sans tabou, sur comment on peut justement, parce que redresser de manière structurelle les comptes de la collectivité, sans sacrifier l'investissement. Parce que je pense que ce qui est le pire des risques dans une collectivité, ce serait de sacrifier l'investissement au détriment de l'état du patrimoine, ce qui pose quand même problème, parce que vous avez des équipements qui accueillent du public, donc il faut en assurer le bon entretien. Et on a vu notamment hier aux conférences que dans le domaine comme de l'eau, de l'assainissement, il y avait des retards d'investissement très importants. Donc il faut ne pas trop sacrifier non plus l'investissement. Mais ce qui veut dire renforcer les efforts sur le fonctionnement pour reconstituer ce qu'on appelle de l'autofinancement, c'est-à-dire de la marge de manœuvre structurelle. Alors c'est effectivement souvent
la réponse sur comment faire des économies. Les maires doivent tailler dans les dépenses de fonctionnement. Toutefois, il y a quand même une réforme qui s'appelle la réforme des rythmes scolaires. Ça pèse beaucoup dans les dépenses de fonctionnement. Si on rentre un petit peu dans le détail pour leur donner quelques conseils, ils sont obligés d'appliquer la réforme et ça coûte. Et les fonds qui sont mis à leur disposition ne sont pas forcément à la hauteur. Quels sont un petit peu les conseils à leur donner? Ça veut dire plus d'organisation, plus de prévision pour notamment quand même remplir ce service, enfin en tout cas proposer ce service à la population? Ça veut dire que vous avez des domaines clairement où il va y avoir des dépenses supplémentaires. Et c'est vrai que les rythmes scolaires sont un exemple parmi d'autres, mais on pourrait citer d'autres exemples de transferts de charges opérés par l'État en matière d'urbanisme. Il y avait des services qui étaient gratuits de la part de l'État. En 2015, pour toutes les communes, ces services vont être payants parce que c'est eux qui vont devoir les assurer. Donc il y a plein de domaines où les dépenses vont augmenter, on le sait. Mais ça veut dire que dans d'autres domaines, il faut avoir une réflexion sur le niveau de service, c'est-à-dire se dire concrètement dans certains domaines, est-ce que la collectivité a toujours besoin de mettre en œuvre tel ou tel service? Moi, effectivement, dans les missions qu'on a réalisées, notamment ces derniers mois en accompagnant des nouvelles équipes municipales, on se rend compte que quelque part, beaucoup de collectivités font la même chose qu'il y a 10 ou 15 ans, sans forcément toujours se poser la question, je ne dis pas qu'elles ne le font pas, mais elles ne le font pas forcément systématiquement, de se demander est-ce que ce que je faisais il y a 10 ans est toujours adapté aux attentes de mes habitants? Et effectivement, les pratiques des habitants changent. Donc la collectivité, et c'est tout l'enjeu de cette période et le côté positif, c'est-à-dire d'inciter les collectivités à évoluer de manière très forte, à changer, et donc de se re-questionner sur ce qu'elles font et comment elles le font. Et là, concrètement, voilà, sans vouloir parler des cas individuels, il y a souvent dans les collectivités de très grandes marges de manœuvre si on se pose ces questions, non pas seulement on fait la même chose différemment, mais on s'interroge aussi sur ce qu'on fait pour savoir si on ne peut pas faire moins, voire supprimer des prestations qui ne sont tout simplement plus adaptées aux attentes des usagers. Alors si je prends un exemple, c'est peut-être faire un sondage auprès des usagers sur la pérennité d'un service de desserte de cars scolaires, par exemple. Moi j'ai trouvé effectivement dans un certain nombre de communes, des communes qui avaient mis en place des dessertes à l'intérieur du territoire de la commune pour effectivement que les élèves, le ramassage scolaire à l'intérieur du territoire de la commune. Aujourd'hui, quand vous voyez le taux d'équipement en véhicules individuels, et compte tenu du coût que peut générer par élève transporté ce type de desserte, sauf que dans la commune en question, effectivement, c'était fait depuis 10, 15, 20 ans. Donc personne n'avait imaginé remettre en cause. Sauf que quand il faut financer les rythmes scolaires, là on est dans l'obligation de trouver des marges de manœuvre. Donc ça a permis de questionner ce type de prestation. De la même manière dans les services périscolaires, où beaucoup de collectivités aujourd'hui accueillent quelque part tous les enfants sans limitation de nombre. Est-ce qu'il n'y a pas l'enjeu effectivement d'avoir une logique un peu plus en ligne avec les capacités budgétaires de la collectivité ? Quel levier d'action financier dans un contexte à la fois contraint et incertain? Julien Aulagnier, je voudrais qu'on parle cette fois-ci de la dette des collectivités locales. Est-ce qu'il y a une marge de manœuvre aussi en matière d'optimisation de la dette des communes? Alors, oui, effectivement, sur l'encours de dette, donc on voit aussi qu'il y a des marges de manœuvre. On a des autofinancements qui diminuent. Et on a des fois des profils d'amortissement, d'extinction de la dette qui ne sont pas adaptés à ces autofinancements. Donc on peut effectuer des reprofilages de dette qui permettent de dégager des marges de manœuvre budgétaires et du coup de dégager de l'autofinancement. Ça suppose un peu d'ingénierie financière. Voilà, c'est ça. Dites-nous un petit peu plus en quoi ça consiste pour les maires qui sont. Voilà, il y a peut-être, à titre d'exemple, des prêts qui ont été faits initialement sur des durées trop courtes par rapport aux investissements. Il y a des fois plusieurs prêts qui s'accumulent et du coup, une année, on peut avoir un remboursement en capital qui est très important et qui asphyxie un petit peu la collectivité. Donc, il y a parfois nécessité de revoir un petit peu le profil d'extinction de la dette en reprenant les prêts engagés ultérieurement et donc en refaisant des prêts, en reprofilant, en rallongeant un petit peu la durée, surtout qu'au niveau, aujourd'hui, on peut profiter des taux qui sont quand même très très bas. Donc il n'y a pas d'incohérence parfois à reprofiler la durée et profiter des taux bas. Alors que dire aussi aux élus locaux, aux maires qui, bien entendu, parce que dette, ça fait tout de suite peur, à la fois aux élus locaux, mais bien entendu, vous vous en doutez, à leurs administrés, qui doivent aussi parfois composer avec leur opposition. Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'il y a un peu de pédagogie à faire sur les marges de manœuvre financières qui sont à la disposition des communes, en leur disant il faut optimiser la dette? Comment
aborder ce sujet pour que ce soit, entre guillemets, vendable aux administrés? Oui, je pense qu'il faut éviter d'avoir un espèce de tabou sur la dette. On dit souvent la dette, c'est les impôts de demain, etc. etc. Bon, la dette, ça se permet surtout de financer des équipements, des investissements qui s'amortissent sur long terme et donc de les rembourser au fur et à mesure. Donc c'est plutôt cohérent en termes d'approche de s'endetter sur des équipements qui ont une durée de vie assez longue. Donc le reprofiler l'amortissement, c'est aussi une approche qui est cohérente si on veut lier la durée d'amortissement du prêt à la durée d'amortissement de l'investissement. Thierry Grégoire, on l'a dit, il faut prendre des décisions rapidement pour les élus locaux en matière financière, ce sur quoi nous débattons depuis ce matin. Toutefois, il faut quand même aussi préciser qu'à la fois pour les élus locaux et bien entendu pour les habitants, les usagers, les effets ne se produiront que dans 3 ou 4 ans. C'est voilà, tout l'enjeu, toute la difficulté de la gestion d'une collectivité aujourd'hui, c'est après la prise de conscience dont je parlais tout à l'heure, c'est de définir un plan sur le mandat. C'est-à-dire que là, la gestion budgétaire annuelle, le fait de ne se poser des questions qu'une fois par an dans le cadre du budget, oui. à l'occasion du budget que préparent les collectivités, que commencent à préparer les collectivités en ce moment pour le budget 2015, ça n'est pas suffisant. Parce qu'on en voit très bien qu'on est sur des enjeux qui portent sur des durées longues, donc on doit anticiper. Et c'est vrai que faire une prospective financière, avant, c'était à limite pas obligatoire, mais compte tenu de cette période-là, c'est absolument primordial. Alors ça veut dire appliquer des recettes du style augmenter les impôts maintenant et puis les diminuer en fin de mandat ça veut dire avoir une stratégie. Un plan sur 6 ans, un plan de mandat. Il faut éviter d'avoir effectivement à faire ça, mais c'est une mesure, c'est anticiper de manière, en tout cas, à éviter d'avoir à prendre des décisions qu'on n'aura pas anticipé et que politiquement on ne souhaite absolument pas prendre. Parce que le meilleur moyen d'être obligé d'augmenter les impôts, c'est justement de ne pas anticiper. Julien Aulagnier, sur le temps politique, les décisions à prendre maintenant, le plan sur la totalité du mandat, les élus, les nouveaux élus ou les maires qui ont été réélus, c'était il y a seulement quelques mois, clairement, c'est anticiper et se projeter en prévisionnel sur les 6 ans et non pas réagir et travailler sur le plan annuel avec le budget. Vous partagez l'avis de Thierry Grégoire ? Complètement. C'est vrai que c'est un peu paradoxal parce qu'on a d'autant plus de contraintes aujourd'hui, mais il faut d'autant plus prévoir et mieux prévoir. Donc c'est difficile, mais il faut se projeter un peu plus loin et avoir des éléments plus fins pour vraiment pouvoir prendre les bonnes décisions et arbitrer entre investissement, niveau de qualité de service. En résumé, quel levier d'action financière dans un contexte à la fois contraint et incertain? Je voudrais qu'en quelques mots, Thierry Grégoire, avant que nous passions à la fin de ce débat, vous puissiez faire un résumé sous forme un petit peu de messages à adresser aux maires et aux élus locaux à l'occasion de ce carrefour ici à Besançon. Les messages, il y en a 2, c'est-à-dire qu'il faut clairement prendre conscience de cette situation et de l'impact, notamment à la fois des incertitudes, des évolutions juridiques dont on a parlé et de la baisse des dotations. Parce que ça, c'est un élément majeur. Donc, en évaluer l'impact et sur cette base-là, prendre le temps nécessaire à la réflexion pour prendre des décisions. Et parce qu'il y a des marges de manœuvre qui existent, pour peu qu'on utilise la bonne méthode pour les définir, avec la nécessité pour les élus qui sont en responsabilité, effectivement, de prendre les bonnes décisions et le plus rapidement possible, encore une fois, pour éviter d'être contraint de prendre des décisions politiquement peu souhaitées sous la pression. Julien Aulagnier, en conclusion, quel message pourriez-vous délivrer aux maires, aux élus locaux? Sans revenir sur ce qui a été dit, puisque je partage complètement ces propos, au-delà de ça, il faudrait quand même préciser que les collectivités, certes, leur situation se dégrade, mais elles empruntent pour financer des investissements, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, notamment de l'État. Donc c'est vrai qu'on a des situations qui se compliquent, mais elle est plutôt saine au départ. Donc il est important et il est déterminant que les élus prennent conscience de la dégradation pour redresser la barre. Mais voilà, ce n'est pas catastrophique. Je pense qu'il faut en prendre conscience, il faut structurer la démarche, anticiper les contraintes, anticiper les futures réformes pour pouvoir prendre les bonnes décisions et profiter justement de ces moments-là pour faire des remises à plat, notamment on l'a vu tout à l'heure, sur des prestations de services qui ont lieu depuis des années,
qui pourraient peut-être ne pas avoir lieu ou pas de la même façon pour dégager des marges budgétaires. En définitive, bien entendu, voir un peu les dépenses de fonctionnement, s'il y a des marges de manœuvre, et bien entendu, quand même maintenir l'investissement. Merci Thierry Grégoire, merci Julien Olagnier Merci à vous. pour votre contribution à ce premier débat. Quel levier d'action dans un contexte à la fois contraint et incertain? Merci à tous.